Deux faits majeurs vont constituer l'ossature de cette autre livraison sur Spectrum Télévision. Le premier porte sur le décret présidentiel portant commutation et remise de peine de certains prisonniers, une grâce présidentielle qui a suscité des interprétations multiformes, aussi bien au sein des partis politiques, au sein de la société civile. On en parlera donc avec nos invités choisis sur le volet. Ils sont deux pour cette première partie, comme l'exige d'ailleurs la tradition depuis quelques temps. La distanciation oblige. Le second fait majeur de cette émission s'articule autour du coronavirus. Il sera question d'interroger l'impact économique de cette pandémie mortelle et mortifère sur l'économie camerounaise, africaine, voire internationale. On en parlera également avec des experts qui prendront place lors du second plateau. Lequel plateau interviendra lorsqu'il sera 13 h sur Spectrum Télévision à Douala au Cameroun et partout ailleurs. Ceci dit, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur cet hebdo, votre hebdomadaire sur les actualités qui auront marqué la semaine. Des invités qui sur cette base déroulent leurs argumentaires. On revient juste après cette petite transition pour planter le décor de cette première partie. Ils sont en plateau depuis quelques minutes. Maître Emmanuel Pincy, avocat inscrit au barreau du Cameroun. Bon après-midi, maître. Bon après-midi à vos millions de téléspectateurs. Et je voudrais dire que le sujet dont nous allons parler est un sujet brûlant et que je suis ici en tant qu'avocat. La fonction d'avocat est non partisane. Donc nous essayons donc de parler de ce texte vraiment avec beaucoup de recul, pour faire non seulement avancer le droit, pour voir comment faire pour améliorer la situation. Donc ce n'est pas ici en ma qualité de membre cadre du RDPC. Je voudrais le dire tout simplement parce que le droit est impartial et recommande qu'on dise les choses telles qu'elles doivent se passer. Voilà, cette précision en valait la peine. Je vais d'ailleurs préciser à l'entame de cette émission, vous êtes avocat, invité en tant que tel sur ce plateau. Merci. Pour comprendre les contours de ce décret, cette grâce présidentielle portant commutation et remise de peine de certains prisonniers. Alors, nous restons avec vous. Y a-t-il une actualité qui vous aura marqué en dehors de celle concernant cette grâce présidentielle? Oui, d'abord, je dois dire que après mon petit coup de gueule, mon fils est sorti parce que ça faisait 1 mois qu'il était confiné parce qu'il est venu avec le vol du 17 mars. Il a pu sortir, il va bien et je remercie les autorités camerounaises et je tiens ici à dire à tout le monde de rester confiné. Et il y a une affaire qui m'ennuie beaucoup. Elle concerne celle des masques. Parce que les Camerounais achètent des masques actuellement aux alentours de entre 200 et 500 francs. Or, le ministère de l'Industrie et de l'Innovation, avec cette entité-là qui s'occupe des normes, a dit qu'il faut des normes pour pouvoir faire des masques. Or, il se passe que même en France et en Europe et partout, il n'y a pas de masques. Et que j'ai suivi ce qu'ont dit les sommités mondiales, il vaut mieux porter des masques, même celles qu'on fait du quartier, que de ne pas avoir de masque du tout. Parce que nous n'avons pas de masque qui concerne ces normes. Et s'agissant des normes, il ne faut pas que ce soit une affaire mercantile, une affaire d'argent, d'aller demander l'autorisation à tel ou tel ministère pour qu'on confie la production des masques à telle ou telle personne, comme ça existe. C'est une crainte que j'ai. Mais je voudrais dire aux Camerounais de porter les masques parce que c'est ce que demandent, par exemple, tous les ministres. On vous demande de porter les masques, mais les masques n'existent pas au niveau des pharmacies ni d'ailleurs. Alors, quitte de ces petits business qui naissent du fait de ces masques, parce que ça peut donner naissance à quelques petits commerces. Il vaut mieux qu'il y ait un petit commerce parce que le commerce est déjà mort. Et je dois dire que dans plusieurs pays, vous avez regardé, par exemple, en France, il y a des dames et des personnes qui se mettent à faire des masques et qui les remettent aux hôpitaux.
Donc, ce que l'État doit pouvoir faire, à mon avis, puisque nous sommes ici dans le cadre d'une construction, c'est de dire que voilà, au niveau des normes, mais on peut vous trouver les intrants, les matières pour pouvoir faire des masques, pour que ce soit à 95%, 100% efficace. Mais on ne doit pas interdire aux Camerounais d'avoir les masques parce que les masques n'existent pas. Comme les tests qui viennent juste d'arriver. Il y a 300 000 tests qui sont arrivés, je pense, hier. Donc il n'y a pas de tests actuellement. Donc au point de vue sérologique, ça pose des problèmes au niveau des Camerounais. Et je voudrais le dire ici. Il faut que quand on prenne une mesure, qu'on ne prenne pas des mesures contradictoires. C'est pour ça d'ailleurs que le Premier ministre, chef du gouvernement, a bien fait de dire que pour coordonner l'action gouvernementale, que ça ne se passe pas n'importe comment. Donc les masques, les Camerounais doivent les porter parce que pour l'instant, il n'existe pas de masque. Simple curiosité, Maître Malepinsi, votre masque, où est-ce que vous l'avez trouvé? Ce masque m'a été offert par, j'allais dire, le ministère de la Santé, c'est-à-dire par la personnalité qui s'occupe, le docteur qui s'occupe de cette pandémie ici à Douala. Il m'en a offert 3 ou 4. Et moi, ce que je fais, c'est qu'après, je le lave parce qu'il n'y a pas de masque. D'accord. C'est un masque que j'ai, qui est un masque qui m'a été donné par l'autorité compétente. J'en ai comme ça 4. Et c'est ce que j'essaie de mettre. Et je vous demande à tous de mettre des masques. Mais comme il n'y a pas encore des masques qu'on vend, qui soient officiels, eh bien, portez les masques, même ceux que vous portez au quartier. Si on vient vous arrêter, vous faites appel aux avocats et on va vous défendre parce que les masques n'existent pas. Voilà. Mieux vaut avoir ces masques que de mourir sans masque et ce n'est pas une affaire commerciale. Voilà qui est dit. J'espère que la rampe est passée. Un autre invité, un autre avocat inscrit au barreau du Cameroun, c'est Maître Fidèle Ndjoumbessié. Il est également avec nous en plateau cet après-midi. Bon après-midi, Maître. Bon après-midi, Narcisse, et salut à tous les téléspectateurs de STV. C'est un plaisir renouvelé pour moi de revenir sur ce plateau après un bon bout de temps d'absence. Ça, c'est clair. Alors, on va faire le même exercice avec vous, en dehors du sujet inscrit à l'ordre du jour. Y a-t-il une autre actualité qui vous aura marqué au cours de la semaine? Oui, ce qui m'a marqué au cours de la semaine, c'est l'action engagée par le président élu, le professeur Maurice Kamto, qui a saisi le président de l'Assemblée nationale et le bureau de l'Assemblée pour demander que le président de la dite Chambre puisse exercer ses compétences, puisse prendre ses responsabilités pour la constatation de la vacance à la tête du pays. Et le lendemain, comme par enchantement, le président de la République a refait apparition, a réapparu. Vous dites bien le président de la République? Le président de fait. Non, le lapsus est révélateur. Ça, c'est clair. Alors, quand vous dites président élu, il a été élu par qui? Il y a le président élu élu par qui, Maître Emmanuel? Il y a le président élu en dehors de toute fraude électorale. Je vous relance, Maître. Il a été élu par qui? Non, pas le peuple camerounais. C'est constitutionnellement correct ce que vous dites là? Pas le peuple camerounais, en dehors de toute fraude électorale. Parce qu'il y a l'autre président qui est proclamé par le Conseil constitutionnel avec la fraude électorale. C'est ça. Ça c'est vous qui le dites. Maintenant, maintenant, nous reconnaissons quand même qu'il est le président de la République de fait. Et c'est pour ça que nous l'invitons à exercer ses fonctions, les fonctions qu'il a usurpées. Et je disais qu'il a réapparu et on nous a fait croire qu'il n'y a pas de vacances, mais nous attendons qu'on nous donne des preuves suffisantes de ce que ce président a encore les capacités physiques pour exercer ses fonctions. Non, parce qu'il ne suffit pas seulement qu'il réapparaisse. Non, il ne suffit pas seulement qu'on le présente de façon physique. Parce que, voyez-vous, Narcisse, vu l'âge de... Vous avez l'impression que son absence a empêché le bon déroulement des affaires du pays? Exact. Oui, il y a eu des défaillances. C'est pour ça que le professeur Maurice Kamto a démontré tout ce qu'il y a eu comme défaillance dans la gestion de la crise sanitaire à laquelle nous faisons face. Parce que
on n'a pas vu le président Paul Biya prendre les commandes, comme on a vu ailleurs, être au devant de la scène, organiser des réunions de crise avec ses ministres, ou bien avec le ministre de la Santé et d'autres ministres dont le département ministériel sont impliqués dans la gestion de la crise, comme on voit ailleurs. On l'a pas écouté. Alors que partout ailleurs, on a écouté les présidents. Donc, il faut, maintenant, comme il a réapparu, qu'il reprenne son bâton de commandement et qu'il se déploie sur le terrain, qu'on le voit en train d'organiser des réunions de crise avec les ministres, qu'il tient des conseils des ministres et qu'il décline son programme de lutte contre cette pandémie, qu'il décline son plan de riposte, parce que nous ne voyons, il n'y a pas un plan de riposte. Mais ce plan a été annoncé, je crois qu'il sera dévoilé au grand public dans les tout prochains jours. Maître Emmanuel Pensy, je vous ai vu bouger. Oui, je voulais relever parce que je pensais que nous n'allons pas avoir la polémique. Il sait très bien que d'abord Kamto, en tant que non-élu, ne peut pas saisir le Parlement. Hein, il y a des conditions, c'est irrecevable sa déclaration. Non, je vous dis ça, il peut pas. Une personne physique ne peut pas demander au président. Non, monsieur, s'il vous plaît. La loi n'a pas prévu. Tu as parlé, cher ami, je n'ai pas discuté. Laissez Maître Pensy dérouler son argumentaire. La deuxième chose, c'est que nous sommes ici en train de parler d'un décret, le décret par le président de la République, ce sont quand même des actes. Et donc c'est des actes et les gens vont sortir de prison. Bon, la troisième chose que je voulais dire, c'est que ce n'est pas comme ça. Lorsque un président d'abord s'occupe de tout, vous avez dit que c'est un dictateur, il ne laisse pas faire. Le Cameroun est un pays où il y a un chef d'État qui donne des instructions et le Premier ministre, chef du gouvernement, est là et travaille dans ses prérogatives avec le ministre compétent en la matière, certains ministres compétents, dont le ministre de la Santé que vous voyez tous les jours. Alors, ce n'est pas comme ça que fonctionne le gouvernement. D'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez appelé le président de la République. Après, vous avez dit le président de fait. Après, moi, je ne vous ai jamais vu aussi embrouillé, tout simplement pour parler de chef d'État. Je voudrais également dire deux choses concernant le MRC. Nous allons parler de ce texte. Mais si vous voyez les exceptions, elles portent sur le fait que Kamto avait dit il faut libérer Mota, il faut libérer ceci, il faut libérer cela. Et quand vous le faites, celui qui a le pouvoir, celui qui a l'impérium, va décider. Et les exceptions vont porter sur le fait que aucun de ce que Kamto a voulu sorte ne sortira pas. Donc Kamto est celui qui fait en sorte que ses propres éléments ne sortent pas de prison. Tout à l'heure, on va continuer. Mais ce n'est pas une menace. Mais faites attention à vous. Parce que au moment où il doit y avoir une cohésion nationale, où nous devons tous lutter, tout simplement pour combattre le Covid-19, cette manière-là de procéder, cette agitation-là, à mon avis, ne s'y est pas. Je dois dire que le monde et les hommes politiques, le monde est fait de ceux qui sont importants et qui font l'histoire. Le président Biya. Et il y a ceux qui font les histoires. Et un journal a parlé des histoires par là. Ça, c'est comme tout. Quand vous cherchez trop d'histoires, à ce moment-là, vous aurez des problèmes. Et je vous préviens que si le MRC continue à le faire, il existe un certain nombre de dispositions légales pour pouvoir faire en sorte que il puisse même ne plus exister. Voilà, ça a été compris. Non, on va évoluer. Non, évitons ce jeu de ping-pong. Non, maître UBC. C'est pas une insanité. Maître Fidèle. Non. S'il vous plaît. On peut vous interdire. S'il vous plaît, cher monsieur. On peut vous interdire. Ça, c'est des inepties. Ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour. jour. Ce n'est pas parce qu'il y a la pandémie qu'on doit cesser de faire la politique. Maître Fidèle. Non. Maître Fidèle. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise qu'on doit cesser de faire la politique. Pour rebondir, s'il vous plaît. Vous avez certainement trouvé une purée tout à l'heure pour rebondir. Il va rebondir. Voilà. Je l'avertis. On va rappeler donc que le président Paul Biya a signé le 15 avril 2020 un décret portant commutation et remise des peines de certains prisonniers. L'information a été portée à la connaissance de l'opinion nationale et internationale au journal des 13 heures de la CRTV, la Cameroun Radio et Télévision. Un décret qui a vite fait des délais
La langue des observateurs avertit, toute couche sociale confondue. Alors, chers messieurs, d'entrée, j'aimerais qu'on s'apaisantisse, peut-être pour mieux planter le décor sur les spécificités de cette grâce présidentielle. Faudrait-il le rappeler, tous les prisonniers n'en bénéficieront pas, à l'exemple des personnes qui sont en détention provisoire et aussi ceux condamnés pour des motifs qui tournent autour des crimes économiques, l'atteinte à la sécurité de l'État, la fausse monnaie, la fraude douanière, la torture, la pédophilie, le viol, entre autres. Maître Mano Pensy. Oui, je voudrais d'abord dire qu'il faudrait que nous soyons un peu légalistes. Vous savez que la grâce présidentielle est prévue dans la Constitution. Et quand le président doit faire la grâce, il faut qu'il saisisse au préalable le Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est ce qui est prévu dans la Constitution camerounaise. Bon, maintenant, il existe ce qu'on appelle des grâces amnistiantes. C'est-à-dire, la grâce est de l'amnistie en vertu de laquelle l'amnistie accordée à une catégorie de condamnés est réservée par le législateur aux seuls individus qui auront obtenu un décret de grâce pris par le pouvoir exécutif, par le Premier ministre, dans un délai déterminé. Donc nous sommes peut-être dans ce qu'on appelle peut-être une grâce amnistiante, mais en même temps avec beaucoup de déceptions. Je dois vous dire que le texte, moi je m'attendais à ce que nous ayons un texte qui puisse décongestionner les prisons. Regardez par exemple la prison de Douala, que moi j'ai eu à visiter de fond en comble en allant jusqu'au fond. Elle a été prévue pour 500 personnes. Il arrive des moments, il y a 4000 personnes. Si vous regardez en droit international, le taux d'encellulement, c'est-à-dire des personnes qui doivent être dans les cellules, c'est de 2 personnes sur 11 mètres carrés. Or, si vous voyez 3000, 4000 personnes qui sont sur 500 mètres carrés, ça veut dire que ce n'est pas possible. Et si vous voyez en même temps ce que nous sommes en train de parler par rapport au Covid-19, sur les distances de 1 mètre qu'il doit y avoir, ça ne va pas. Imaginez qu'il puisse avoir des personnes en prison qui soient malades et qui soient atteintes de cette maladie-là, mais tout le monde sera contaminé avec des effets multiples. Donc c'est une bombe qui se trouve en prison et beaucoup de pays ont sorti donc, au lieu que ce soit tout simplement une grâce amnistiante, ils ont sorti une amnistie, parce que l'amnistie c'est quoi? C'est synonyme de pardon légal. Nous sommes dans le cadre, ça il faut regarder, dans l'histoire du droit. Nous avons ce qu'on appelle le droit canon. Le droit canon contient ce qu'on appelle le pardon. Et je suis un peu surpris parce que, connaissant ceux qui ont peut-être écrit ce texte, et même le chef d'État lui-même, qui est un chrétien, et un chrétien engagé, je me serais attendu qu'il y ait un pardon. C'est-à-dire un pardon pour aller plus loin. Mais l'amnistie a ceci de terrible, et c'est ce qu'on ne voulait pas, parce que sans effacer les faits matériels et leurs conséquences civiles, l'amnistie prévue par une loi, non par un décret, pas par un décret, mais par une loi, éteint l'action publique et efface les peines prononcées. On n'a pas voulu faire une amnistie. On a donc concocté un texte dont tout à l'heure, je préfère que Dieu m'y parle, qu'on va pouvoir développer de fond en comble quand vous allez voir que cette amnistie a visé un certain nombre de personnes pour que ces personnes-là ne sortent pas et qu'elles restent encore en prison. Quand on va faire tout à l'heure ce qu'on appelle la computation pour voir comment ça va se passer, je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes vont sortir et que ça va être un coup de pied dans l'eau. Parce que ce que nous demandons, nous les avocats et plusieurs personnes, et même au niveau mondial, c'est que les gens puissent sortir de prison parce qu'ils sont trop nombreux en prison, surtout ceux qui sont en détention préventive. Nous avons fait ici à Douala avec l'Union européenne. Nous avons sorti pas mal de personnes dans les peines même, qui étaient délictuels, ils étaient 3 ans, ils étaient en prison depuis plus de 5 ou 6 ans. Donc, il y a un véritable problème au Cameroun, parce qu'il y a, ce que je dis, un peu plus de répression au niveau du parquet, que des gens qui puissent avoir des textes qui soient conformes au droit canon et au droit positif en la matière. À un moment donné, il faut avoir suffisamment de recul et décider en disant que, ok, et on le fait souvent, on dit que bon, on va faire sortir pas mal de personnes. À Douala et à Yaoundé, c'est invivable.
même quitte à ce que ceux qui sont en prison pour d'autres faits beaucoup plus graves puissent y rester, mais on aura l'occasion encore d'en reparler. Alors, Maître Emmanuel Dumissi, à entendre l'analyse de Maître Emmanuel Pincy, ce décret présidentiel présente quelques manquements. Oui, ce décret présente des manquements et ne pourra pas avoir la portée attendue, c'est-à-dire faire en sorte que nos prisons soient décongestionnées. Parce que lorsqu'on lit le décret, on voit les conditions qui sont posées pour que des personnes puissent bénéficier de la remise des peines. Les conditions sont très, très rigoureuses. Première condition, le décret exige que pour bénéficier d'une remise de peine ou d'une commutation de peine, il faut avoir été définitivement condamné. Et lorsqu'on prend seulement cette condition, et au regard de la composition de la population carcérale, nous observons que ça ne concerne pas un grand nombre de personnes qui sont en détention dans nos prisons. Parce que dans nos prisons, le gros lot des prisonniers, c'est des personnes qui sont en attente de jugement. Détention préventive. Qui sont en détention préventive. Et d'autres qui peut-être ont reçu une condamnation, mais ont exercé une voie de recours. Ça peut être l'appel, ça peut être le pouvoir, et ils attendent une décision définitive. Ceux-là ne sont pas concernés. Donc, si on voulait qu'il y ait un grand nombre qui sortent, on aurait dû élargir le décret aux personnes qui sont c'est-à-dire aux personnes qui ont été déjà condamnées, mais qui ont exercé quand même voie de recours. C'est-à-dire, il ne fallait pas que cela concerne des condamnés définitifs. Si on aurait pu dire que ça concerne les condamnés tout court, c'est-à-dire condamnés provisoires comme condamnés définitifs. Ça pouvait avoir une portée un peu large, ça pouvait avoir un grand nombre qui pouvait sortir. Et autre condition, c'est les cas de limitation. Les cas de limitation dans le décret, c'est-à-dire des personnes qui sont exclues du champ du décret. Nous remarquons que la liste est très longue. Et finalement, nous nous interrogeons de savoir si il va y avoir même un cinquième des prisonniers à Douala, à Yaoundé qui pourraient sortir. Parce que nous avons été très, très choqués que dans ce décret, que l'on vise personnellement les militants du mouvement pour la naissance du Cameroun, dans les cas de limitation. S'agissant de Mamadou Mota et autres. Également, s'agissant de personnes qui sont en détention préventive, dans le cadre global de libération de prisonniers, ou si on a la volonté réelle de faire en ce que les prisons soient désengorgées, on s'attendrait à ce que le ministre de la Justice puisse donner des instructions aux juges d'instruction. Puisque ceux qui sont en attente de jugement, ceux qui sont en détention préventive, là, ils y sont sur la base des décisions prises par les juges d'instruction. Et qui ne sont pas visés dans ce décret. Puisque ici on parle de ceux qui sont condamnés. Donc, le ministre de la Justice devrait s'inscrire dans cette mouvance pour donner des instructions aux juges d'instruction de pouvoir mettre en liberté une bonne partie des personnes qui sont en détention
provisoire. Pour vous relancer, maître, on va rappeler que cette décision ou cette grâce présidentielle intervient au moment où l'Organisation mondiale de la santé invite tous les chefs d'État ou tous les gouvernements du monde à libérer les prisonniers. Alors, avez-vous l'impression que le chef de l'État s'est plié à cette exigence des Nations Unies? Oui, nous pensons que la pression n'est pas seulement internationale, la pression a été aussi interne, puisque sur des plateaux, nous avons formulé ces revendications. Et les membres de la société civile également ont formulé cette revendication. Et déjà même le gouvernement, au regard des mesures barrières prescrites par lui-même, mesures de distanciation, devrait prendre conscience de ce que si les prisons ne sont pas décongestionnées, cette mesure ne peut pas avoir cours dans nos prisons. Et que nos prisons constituent des bombes à retardement, au cas où on ne les décongestionne pas. Donc, mais cela, nous sommes surpris que le président ne soit pas allé un peu plus loin. Et c'est pour ça que nous demandons qu'il faut que le ministre de la Justice aussi s'y penche et donne des instructions aux juges d'instruction pour que dans la semaine qui vient, que les juges d'instruction puissent se mettre en liberté la plupart de ceux qui sont en détention provisoire. Parce que le code de procédure pénale donne ce pouvoir au juge d'instruction. Puisque le juge d'instruction peut ordonner la mise en liberté à tout moment, même sans qu'on ait demandé, à tout moment. Alors, Maître Madepinsi, le chef de l'État a-t-il foulé au pied la demande de l'Organisation mondiale de la santé? Non, je crois que le chef d'État a peut-être voulu bien faire. Mais vous savez que ce n'est pas lui qui est le spécialiste en la matière. Et nous déplorons au Cameroun qu'au niveau de la justice est dominée par le parquet. Si vous regardez au niveau de toutes les décisions, on est très répressif. On est excessivement répressif dans ce pays. Nous avons, et je voulais d'ailleurs dire par rapport à ce que vient de dire mon estimé confrère, parce que je l'aime bien, bien que nous soyons opposés au point de vue politique, ce n'est pas simplement les gens du MRC. Vous regardez dans ce texte-là qu'on a visé quelques potentats RDPC qui ne sortiront pas, c'est-à-dire les Marafa, les Mebara, etc. Ils ne sortiront pas parce qu'on a visé un certain nombre d'infractions qui les caractérisent. Et si je regarde au niveau des exceptions, portant répression des actes de terrorisme, de détournement, terrorisme, tout ce qui, au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, détournement des deniers publics et corruption, confusion, et fausse monnaie, fraude douanière, bref, des détentions irrégulières, illégales, des armes et tout. Je voudrais dire ceci, et là où il y a une contradiction au point de vue de la loi. J'ai apporté ici, vous avez la loi portant création du tribunal criminel spécial. Mais vous avez également des dispositions légales qui portent sur ces lois-là qui permettent aux gens qui ont détourné l'argent de sortir, c'est-à-dire de sortir de prison, de ne même pas être poursuivis s'ils remboursent le corps du délit. Alors voilà, vous avez pris 2 milliards. On vous arrête, vous vendez cet argent pendant 1 an. Vous vendez ça à 10% parce qu'on est à la vente d'argent. Et après, au bout d'1 an, vous payez, vous remboursez votre argent et le ministre de la Justice peut, à la requête du procureur général, faire certaines dispositions, accepter de vous sortir parce que vous avez remboursé le corps du délit. Bon, supposons que vous remboursez le délit qu'on accepte, parce qu'on n'a pas accepté pour tout le monde. Je me souviens que, il me semblerait que Atanganakuna a essayé, d'après ce que j'ai entendu dire, de rembourser le corps du délit et qu'on a refusé, peut-être parce qu'on le soupçonne d'être également celui qui est le propriétaire caché de la CDE. Bon, mais là, c'est les enquêtes qui doivent le faire, mais les enquêtes qui sont au niveau des poursuites, au niveau du tribunal criminel spécial, sont des enquêtes qui sont mal faites. Parce que ça ne peut pas être une enquête internationale avec les commissions rogatoires internationales, parce qu'on leur impartit un délai très court pour trouver des solutions. Si bien que les instructions se font à l'audience. Et à l'audience, vous ne pouvez pas trouver lorsqu'il y a un certain nombre de personnes qui ont des fiscalistes et des avocats spécialisés pour pouvoir contourner et cacher l'argent.
C'est pour ça que je voudrais dire que si celui qui rembourse le corps du délit, on ne le poursuit pas, on le libère. Celui qui a été condamné et qui rembourse l'argent, est-ce qu'on ne doit pas faire en sorte qu'il soit éligible pour qu'à ce moment-là, il puisse bénéficier du droit de grâce? Parce que cette manière d'être automatique, et surtout pour ceux qui sont condamnés à vie, je rappelle qu'il n'existe pas, sauf peut-être aux États-Unis où Madoff a eu 150 ans de prison, ou sur 3 petits délits mineurs, c'est-à-dire vous allez voler l'argent, vous ouvrez la voiture, vous volez, on vous trouve par exemple également en train d'entrer chez quelqu'un par infraction. Au bout de 3 fois, vous pouvez attraper aux États-Unis 30 ans de prison. Or, ici au Cameroun, nous avons des peines à vie qui sont des peines perpétuelles et qui sont des peines qui, au point de vue moral et du droit canon, ne fonctionnent pas. Et je dois dire également que la personne, dans plusieurs pays, une personne qui se comporte très bien en prison, doit pouvoir bénéficier, parce qu'il a eu un bon comportement, avec le juge de l'application des peines, de pouvoir sortir. Or, ceci n'existe pas. Et par ailleurs, vous avez au Cameroun quelque chose qui est très dangereux. Vous n'avez pas ce qu'on appelle automatiquement la confusion des peines. On vous poursuit sur les mêmes délits, et en même temps, ça devient ce qu'on appelle la procédure PRC, ne pas confondre avec le président de la République, mais procédure rouleau compresseur. Et on ne fait pas la confusion des peines, et on cumule donc des peines, et on vous poursuit n'importe comment, et vous vous retrouvez donc en train de passer 15-20 ans en prison, sans que, souvent dans certains cas, comme ça s'est passé pour d'autres, où on n'a pas démontré que les personnes ont effectivement volé l'argent. Parce que le délit de complicité intellectuelle de détournement de deniers publics n'existe pas, comme on a pu le voir, et d'autres, on a dit, moi je me souviens dans l'affaire du port autonome de Douala, que la vedette n'existait pas, s'agissant de Siam Siwe, alors que la vedette se trouve même sur les livres et surtout ce qui concerne le port. Donc il faut faire très attention. Vous dites que quelqu'un a volé 40 milliards et après quand on va, on se retrouve que ce n'est même pas 1 milliard. Et sur le 1 milliard, on fait des poursuites qui concernent ce qu'on appelle des paiements indus, qui n'ont rien à voir avec les détournements de deniers publics. Et c'est pour ça d'ailleurs que la commission de discipline budgétaire et financière va être plus ou moins supprimée et que ce sera repris par la Chambre des comptes. Et moi, je voudrais qu'il y ait plutôt une Cour des comptes qui puisse pouvoir statuer là-dessus. Donc les magistrats vont pouvoir examiner la qualification juridique d'un certain nombre d'infractions. Il faut que les choses changent. Donc ce texte-là vise un certain nombre de personnes, les exclut totalement, ne permet pas la rédemption, et cette texte ne permet pas d'accorder le pardon. Alors, mais pensez, je voudrais qu'on fasse une étude analytique, parce qu'il y a que le haut-commissaire ou la haut-commissaire Michel Bachelet demande la décongestion des lieux de détention en prenant en compte les catégories de personnes suivantes: les détenus les plus âgés et ceux malades, les délinquants présentant un risque faible, les femmes détenues enceintes, les détenus handicapés et mineurs, toute personne détenue sans fondement juridique, y compris les prisonniers politiques et les personnes détenues simplement pour avoir exprimé des opinions critiques ou dissidentes. Alors, au regard du décret présidentiel, toutes ces catégories de personnes ont-elles été prises en compte? Sinon, à quoi assimilerez-vous ce décret? Bon, je pense que moi j'adhère à tout ce qu'a dit Mme Bachelet, le haut-commissaire aux droits de l'homme. Et c'est pour ça que je pense que ce décret a été fait à la va-vite. Parce que, d'abord, il faut être mathématicien, hein, il faut être polytechnique pour pouvoir faire la computation, savoir comment ça se passe. Parce que en droit... Donc, ces personnes... Non, et beaucoup, ils ne sont pas là-dedans. Vous avez les mineurs qui sont en prison, qui n'ont rien fait. Vous allez en prison, vous avez les mineurs. Vous avez des gens qui sont trop vieux, qui sont encore en prison. Mais il faut faire très attention. Mais ce n'est pas ceux-là qui vont sortir? Non, ils ne vont pas sortir. Puisqu'ils font partie des exceptions. Si on considère que vous avez peut-être 85 ans ou 82 ans, mais que vous faites partie des gens qui ont fait partie de ce qu'on appelle les détournements de deniers publics, hein, ben on va vous maintenir. Or, il faut savoir que si vous regardez, nous avons signé la Convention de Mérida et d'autres conventions au niveau international, le détournement de deniers publics est dans ce qu'on appelle la corruption. C'est maintenant au niveau des Nations Unies, c'est ce qu'on a des lignes qui concernent la corruption. Et nous avons encore les dispositions de l'article 184 du Code pénal camerounais qui disent que lorsque vous avez détourné plus de 500 000 francs, c'est une condamnation à vie. Or, si vous passez devant le tribunal criminel spécial,
si vous passez devant le tribunal criminel spécial, vous volez plus de 50 000, vous détournez plus de 50 millions, vous avez la possibilité de rembourser le corps du délit. Mais si vous avez pris 45 ou 49, vous n'avez pas, en vertu des dispositions du 184, la possibilité de rembourser le corps de délit. Et là, vous allez vous retrouver, puisque c'est la condamnation à vie, à condamner à des temps à forme énorme. Et je dis tout simplement qu'il y a des réformes immenses à faire au niveau des lois. C'est pour ça que nous avons pensé, et cela existait déjà au niveau des textes, à ce qu'on dise l'enrichissement illicite, qui a été supprimé. Moi, je conçois très bien qu'un ministre qui est là depuis 30 ans, qu'il ait l'argent, moi, ça ne me dérange pas. Mais que les gens qui viennent de sortir de l'école, qui se retrouvent au bout de 3-4 ans, avec des villas, des immeubles de 10 étages à gauche et à droite, qu'on puisse leur demander, monsieur, comment vous avez fait? Parce que vous êtes un génie. Parce que si vous arrivez avec 500 000 à avoir plusieurs immeubles de 2 milliards, il faut expliquer au Cameroun comment vous avez fait pour qu'on s'en sorte. Et que si vous ne pouvez pas le justifier, à ce moment-là, au lieu de dire qu'on va vous condamner, vous mettre en prison, on vous met dans une commission, on vous dit, monsieur, soit vous remboursez, soit on confisque tout, et vous allez en prison, vous condamnez et on confisque vos biens. Donc il faut une modification. Mais le problème est le suivant. Est-ce que au niveau du pouvoir, les gens ont suffisamment de courage pour aller beaucoup plus loin que ça? C'est-à-dire pour mettre ce texte qui existe dans plusieurs pays, notamment au Sénégal et dans d'autres pays, pour pouvoir avancer au niveau du droit. Et ça fera en sorte que nous puissions récupérer l'argent de l'État. Parce que les crimes économiques sont très graves à l'heure actuelle où nous avons besoin d'argent. Or, les criminels économiques, il y en a beaucoup plus dehors que dedans. Et le problème, et je dis, c'est pour ça qu'il y a une discrimination au niveau des poursuites que moi je trouve intolérable, et surtout également, quand les poursuites sont engagées au niveau du tribunal, vous ne laissez pas la possibilité aux gens de faire en sorte qu'ils puissent défendre efficacement leurs clients. Vous voyez d'ailleurs que moi j'ai été avocat d'Etonde Koto dans le cadre de ces procédures. Nous avons commencé ici à Douala. Pendant 4 ans, c'était tous les 3 jours, nous étions au tribunal. Et nous avons pu obtenir l'acquittement de ce monsieur qui est resté 7 ans en prison. Et je dois dire que je n'ai plus jamais eu envie d'aller me frotter devant cette juridiction-là. Et Yaoundé a vu que comme à Douala, nous sommes suffisamment pugnaces, ils ont envoyé le dossier à Yaoundé pour que ce soit une juridiction qui soit à Yaoundé, uniquement pour pouvoir contrôler l'affaire et contrôler les magistrats qui doivent rendre les décisions. Et ça entraîne une illégalité au niveau du droit. Parce que si vous avez fait comme une infraction, par exemple à Koutaba ou en Gaoundéré, ben vous êtes avec votre famille obligé d'aller totalement à Yaoundé pour y vivre. Et vous ne pouvez pas apporter la preuve primaire. Parce que si vous apportez un document en photocopie, on vous demande l'original. Et nous avons vu un procès kafkaïen. Lorsque vous appelez d'apporter l'original au tribunal, on a dit que pourquoi vous avez volé l'original au niveau de votre société. Donc je voudrais dire que sur ces textes-là, il faudrait savoir raison garder. Nous n'avons pas respecté ce qu'a dit Madame Bachelet. C'est dommage. Ce texte-ci, je crois que c'est bien de faire le droit de grâce, mais le texte qu'il a fait demande d'ailleurs d'être un grand mathématicien et pour pouvoir faire la computation et a exclu un nombre incommensurable de gens et ne répond pas aux enjeux, c'est-à-dire les enjeux de la décongestion. Vous allez voir, on va faire, j'ai entendu qu'un de mes amis, ancien bâtonnier, a dit que 3000 personnes vont sortir. Je ne suis pas aussi certain que ça. Alors, maître Njubessi, la presse locale a vite fait, ne s'est pas empêché de sortir son arme scripturale pour analyser ce décret présidentiel porté en commutation et remise de peine de quelques prisonniers. Et la nouvelle expression du 17 avril dit un décret au goût amer. Ça vous inspire quoi? Oui, c'est au regard du décret et de sa portée. Nous pouvons penser que Nouvelle Expression a raison de parler de décret au goût amer. Parce que le nombre de personnes qui vont sortir ne sera pas important, ne sera pas déterminant pour qu'il y ait véritablement décongestion des prisons. Et c'est pour cela que tout à l'heure, Maître Pensy a bien développé et indiqué que
les exigences de Mme Bachelet n'ont pas été respectées. Et que, au regard des conditions, des cas de limitation prévus par ce décret, il y a très peu de prisonniers qui vont sortir. Donc, c'est comme si le président de la République a pris un décret pour faire plaisir. Et comme si on n'a pas mûri la réflexion, comme si on n'a pas voulu avoir un grand nombre qui doit sortir. C'est-à-dire qu'on a pris un décret juste pour laisser croire qu'on veut décongestionner les prisons, alors qu'en réalité, il n'y aura pas de décongestion effective et de façon importante. Et c'est pour ça que, concernant la catégorie des personnes en détention, je pense, et je martèle là-dessus, que le garde des Sceaux doit prendre ses responsabilités et interpeller les juges d'instruction pour qu'ils puissent mettre en liberté ceux qui sont en détention. Et ceux-là, lorsqu'ils sont en détention, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de condamnation. Ils peuvent comparaître libres. Et le plus grand nombre des personnes en prison est constitué de ceux qui sont en détention. Parce que ceux qui sont condamnés ne sont pas nombreux. Déjà qu'avec les lenteurs judiciaires, on n'aboutit pas rapidement à des décisions définitives. Non, la plupart des prisonniers sont ceux qui sont en attente de jugement, c'est-à-dire ceux qui sont en détention provisoire, décidée par le juge d'instruction ou bien par le procureur de la République dans certains cas. Donc, pour ces cas-là, le code de procédure pénale donne les pouvoirs au juge d'instruction et même au procureur de la République qui a mis en détention de mettre en liberté. Non, si ces autorités, c'est-à-dire le procureur de la République et les juges d'instruction, chacun en ce qui le concerne, prennent ces mesures de mise en liberté, nous osons croire qu'on pourra avoir un grand nombre de personnes qui peuvent être libérées et que les prisons, de ce point de vue, pourraient être décongestionnées. Maître Pensy, j'imagine que vous voulez embrayer sur le même argumentaire que Maître Dieu-Bessé. Pour lui dire que je suis en grande partie d'accord avec lui. Mais le ministre de la Justice est un peu saucissonné, c'est-à-dire un peu encadré dans le cadre de ce décret. Et je ne sais pas s'il voulait prendre assez de liberté pour pouvoir le faire. Cependant, et c'est sur ça que mon confrère Dieu-Bessé a raison, le code de procédure pénale permet la remise de liberté des personnes qui ont des garanties suffisantes. On voit les garanties de représentation, les gens vous travaillez, mais on vous met quand même en prison. Ceux-là, on doit pouvoir, le juge d'instruction les libérer pour qu'ils puissent comparaître libres. Et vous avez également d'autres personnes, si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les garanties de représentation, vous pouvez verser un cautionnement. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui va verser une certaine somme d'argent pour permettre en sorte que vous puissiez comparaître libre. C'est ça, c'est une mesure qui peut être prise par le garde des Sceaux en donnant des instructions, effectivement, au parquet et pas au juge, parce que c'est le parquet qui va pouvoir le faire, parce que le juge, le ministre de la Justice ne donne pas les instructions au juge, il va donner au parquet de l'accepter et de pouvoir le demander. Et tout le monde sait en fin de compte que, d'une manière ou d'une autre, les gens se rencontrent, les chefs de cour vont souvent voir le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour faire en sorte qu'on puisse examiner ce problème sans qu'on puisse attendre notre décret pour que les gens puissent sortir. Et ça, c'est possible de le faire, je peux le dire, dans la semaine qui suit. Donc il faut faire très attention que les prisonniers qui sont dits dangereux, parce qu'il y a aussi, et là on a oublié de le dire, parce qu'il y a un fait politique, il y a des personnes qui ont tellement détourné d'argent que, disons dans les hautes sphères, on se dit qu'ils se préparaient, par exemple, à faire une insurrection politique avec des armes, ça existe. Ça se dit, on sait qu'il y a des gens qui ont pris beaucoup d'argent. Et pourquoi faire? Sinon, pour faire en sorte, parce qu'ils sont capables, moi un ministre me l'a dit, de déstabiliser l'État avec tout l'argent qu'ils ont détourné. C'est pour ça que j'explique ça en disant que, d'abord, toutes ces lois-là sur le tribunal criminel spécial et toutes ces lois sur cette procédure-là doivent être modifiées, donner suffisamment aux juges la possibilité de pouvoir enquêter. Et on sait également,
sur les problèmes des fonds qui sont détournés, qui sont des sommes énormes et par milliards. On n'a pas encore réussi, malgré l'arsenal législatif et, j'allais dire, un parquet qui est très sévère, on n'est pas encore arrivé à récupérer beaucoup d'argent. Donc, ce qu'on doit faire, et là, on doit le faire avec beaucoup d'humilité. On doit se rendre compte, in fine, parce qu'on va faire des calculs, on va voir, dans quelques semaines, on va voir le nombre de personnes qui sont sorties. Et on se rendra compte qu'il y a encore beaucoup trop de gens en prison. Et comme on nous demande de nous confiner ou bien de marcher avec un écart d'1 mètre, cet écart d'1 mètre, si on doit l'appliquer en prison, eh bien, on est obligé de prendre d'autres mesures et peut-être même une loi d'amnistie, cette fois-ci véritable, pour faire en sorte qu'on arrête un certain nombre de procédures qui sont totalement inutiles. Qu'est-ce que fait en prison celui qui a volé un portable? Ça n'a pas de sens. Hein? Qu'est-ce que fait? Donc ça pose un problème. Donc on peut arriver à le faire si nous avons une politique pénale qui doit changer. Parce que notre politique pénale est essentiellement répressive. Nous devons également une politique pénale qui doit entraîner le pardon et la rédemption. Et le fait que les gens puissent apprendre même lorsqu'ils sont en prison pour devenir d'autres hommes. Et si vous allez, ce sont des laissés pour compte qui sont en prison. Et moi je dis ceci, ce décret-là, à mon avis, on aurait pu mieux faire. On l'a dit à l'entame de cette émission, le décret présidentiel portant commutation et remise de peine de quelques prisonniers a suscité la réaction des hommes politiques et même de la société civile. Et l'œil du Sahel, le 17 avril, de relayer quelques-unes de ces réactions. Maître Fidèle Djumissi, la une de l'œil du Sahel, le 17 avril, fait lire « Commutation et remise des peines, les prisonniers de luxe du Grand Nord exclus ». Quelle analyse en faites-vous? On va rappeler que tout à l'heure, on définissait les types de prisonniers qui devaient être en liberté. Oui, c'est des prisonniers qui ne peuvent pas sortir au regard du décret parce qu'ils figurent parmi les cas de limitation que nous avons évoqués tout à l'heure et que c'est des gens qui se retrouvent en prison poursuivis pour des détournements des deniers publics et que ces cas-là, le décret n'a pas voulu les inclure dans ceux qui vont sortir. Mais nous pensons que on devrait penser à ne pas exclure, à ce qu'il n'y ait pas trop de cas de limitation. Parce que tout à l'heure, j'ai relevé que les cas de limitation sont nombreux. C'est trop. Et lorsque les cas de limitation sont nombreux, ça dilue la portée du décret. Ça fait que le décret n'a plus perd son sens. Pourquoi le président de la République, en prenant une décision de remise de peine, exclut les cas de détournement des deniers publics? Est-ce qu'il peut nous donner une raison pour ça? Alors qu'il n'y a pas longtemps, il a remis les peines pour des gens qui ont détourné des deniers publics et que, à l'occasion de ces remises de peines, certains sont sortis. Bien sûr. Quelle raison peut-il avancer pour exclure de ces cas les personnes qui sont poursuivies pour détournement des deniers publics? Surtout que lorsqu'on parle de remise de peine, et à la lecture du décret, c'est pour des gens qui ont déjà purgé une bonne partie de leur peine. Et lorsqu'on va dans le sens du pardon, comme a dit le grand frère Maître Pensi tout à l'heure, et quand on voit déjà que quelqu'un a déjà purgé un peu la peine, qu'il a déjà souffert, et qu'à ce moment, on peut espérer que le but de la prison, c'est d'amener l'homme à changer, à se transformer, et que lorsqu'il a déjà mis un certain temps, on espère qu'il s'est déjà converti, qu'il y a, ce que Maître Pensi a dit tout à l'heure, qu'il y a rédemption. Donc, il n'y a pas une raison objective pour justifier l'omission de ce décret des personnes qui sont poursuivies pour des demandes de deniers publics. Surtout que
il y a quelques années seulement, le président de la République a remis des peines à d'autres. Donc, vous voyez que dans ce cas, il n'y a pas de motif valable pour que ces personnes soient exclues. Donc, l'Œil du Sahel a raison de dire que les prisonniers de luxe du Grand Nord sont exclus. Et c'est sans raison, c'est sans motif. Parce qu'il n'y a pas de motif valable. Parce que, je rappelle qu'il y a quelques années, le président de la République a permis à certains qui étaient poursuivis pour détournement de deniers publics de bénéficier de remises de peine et de retrouver la liberté. Maître Pensy? Oui, je voudrais sur ce point-là ajouter, pour apporter, parce que je souscris à ce qu'a dit mon confrère du Messie, pour essayer d'aller encore plus loin. Nous avons, au point de vue politique, ce qu'on appelle la réconciliation nationale. Tout à l'heure, j'ai parlé de mon appartenance politique. Mais si vous regardez le nombre de voix que donne le Grand Nord, c'est la majorité de voix qui ont voté pour le président de la République. Et parmi les gens qui sont arrêtés, qui sont exclus, mais vous avez les gens du Grand Nord. Alors, il faut citer Marafa, il faut citer Mohamed, il faut mon ami qui était DG de la CIA TV, Vamouke, etc. Donc, ils sont nombreux du Grand Nord qui n'en bénéficient pas, alors que, je vais le dire, il faut oser. Notre consoeur Yen Youm en a bénéficié, Atangana Clément en a bénéficié, d'autres personnes en ont bénéficié, ils sont sortis, dont ils étaient même condamnés pour des détournements de deniers publics. Donc, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Et cette exclusion automatique, elle ne peut pas figurer comme un totem, alors que ça peut permettre d'avoir une réconciliation nationale. Moi, je voudrais le dire, parce que quand on fait ce texte-là, ça permet de décongestionner les prisons, ça permet d'avoir la rédemption, ça permet également aux Camerounais de se réconcilier. Ce texte-là doit également avoir des conséquences d'ordre politique positives et faire en sorte que les choses peuvent aller au mieux. Alors, pour sortir, cher monsieur, il y a Cameroun Tribune du 16 avril 2020 qui indique que le décret signé par le président de la République va notamment permettre de décongestionner les établissements pénitentiaires dans un contexte marqué par la lutte contre le coronavirus. En même temps, le Social Democratic Front fait observer que 70% de la population carcérale n'est pas concernée. Vos avis et peut-être les pistes de sortie. Commençons par vous, Maître Fidèle Messi. Oui, nous pensons que, comme nous avons relevé au cours de ce débat, qu'il faut d'autres mesures si on ne peut pas appeler le président de la République à prendre un décret. Y a une mesure qui puisse s'attaquer au chef, au décret présidentiel? Non, à la carte présidentielle, c'est possible, ça? J'ai dit, s'il y a eu un décret, nous disons que si le président de la République ne peut pas prendre un décret complémentaire pour qu'il y ait effectivement des congestionnements des prisons, il faut qu'il y ait d'autres mesures qui vont accompagner, c'est-à-dire les mesures qui peuvent être prises par les juges d'instruction, qui peuvent être prises par le procureur de la République, ou bien les juges d'instruction qui vont accéder dans les semaines qui arrivent à des demandes de mise en liberté, parce que les avocats vont formuler des demandes de mise en liberté en offrant des garanties de représentation. Donc il ne faudrait pas que les juges d'instruction soient très exigeants, très rigoureux sur les garanties de représentation qui vont être présentées par des avocats qui vont demander la mise en liberté de certaines personnes qui sont en détention provisoire. À ce moment-là, nous pensons qu'on peut mettre en liberté une bonne partie des personnes et participer de façon efficace à la lutte contre la Covid-19. Alors, Maître Pensy, y a-t-il une possibilité de faire de cette grâce quelque chose qui puisse mettre le monde d'accord? Y a-t-il une possibilité? Oui, mais je voudrais d'abord dire qu'il faut le déplorer. Actuellement, les tribunaux sont en confinement parce qu'on ne travaille pas. C'est une détresse. Vous ne pouvez pas envoyer des recours. Vous avez un recours, par exemple, à Abidjan ou ailleurs, vous ne pouvez pas faire le recours. Il n'y a pas d'avion, il n'y a rien. Vous pouvez pas aller au tribunal. Les gens se trouvent dans une situation. Même demander la liberté provisoire pour aller au tribunal, c'est autre chose. Pour faire en sorte que l'affaire soit enrôlée.
Je pense qu'il faudrait aller plus loin, parce que je souscris à ce qu'il dit. Mais il faudrait arriver, non pas à un autre décret, on peut arriver à une loi d'amnistie. Parce que c'est simple. Si vous voulez des dispositions légales qui sont bien, sont les dispositions légales qui sont simples. Lorsque ce décret, qui est très compliqué, a mis en œuvre, en application et qui exclut, non pas 70, à mon avis, plus de 85% de personnes feront en sorte que même si les personnes là qui sont éligibles, certaines, ça ne fonctionnera même pas. Donc quand on va faire le calcul au bout des comptes, parce qu'il faut faire, pas un calcul d'apothicaire, il faut être polytechnique. Parce que si vous regardez ce texte-là, compter, machin et tout ça, c'est très compliqué. Je ne sais pas comment les gens vont s'en sortir. Il faudrait un texte qui soit clair. Le président de la République devait plutôt se conformer, disons, à ce que les propositions de Mme Bachelet, du haut-commissaire, de faire en sorte qu'il y ait une loi d'amnistie. La loi d'amnistie sera beaucoup plus claire, elle aura ceci, et il ne faut pas que nous ayons un totem, parce qu'à partir du moment où on a libéré certaines personnes qui ont fait des détournements de deniers publics, je ne comprends pas pourquoi on peut refuser de faire pour certains qui ont déjà accompli plus de la moitié de leur peine, et qui, dans certains cas, on n'a pas pu démontrer au tribunal que ces personnes ont vraiment détourné de l'argent. Je crois que c'est ça le véritable problème qui existe entre eux. Et ça, c'est un problème politique. Est-ce qu'il y a certains qui sont là, qui voulaient avoir la magistrature suprême parce qu'ils avaient des ambitions? Les gens en parlent, vous comprenez. Mais je crois que il faut aller plus loin. Et je sais que le président de la République, c'est quelqu'un qui a énormément d'élégance, et en même temps, c'est un grand chrétien. On rappelle tout simplement que son père était quelqu'un ecclésiaste de grand talent. Lui-même a fait ses études dans des écoles catholiques, et c'est quelqu'un qui va à l'église. Je souhaite tout simplement qu'avec son grand cœur, il puisse, en tout état de cause, faire en sorte qu'il y ait une disposition légale par une loi d'amnistie qui soit simple, mais qui puisse décongestionner vraiment les prisons. Parce que si les gens restent en prison et qu'ils soient atteints de cette maladie-là, ce serait une catastrophe. Oui, je voudrais ajouter que vraiment, on ne comprend pas comment fonctionne ce régime RDPC. Oui, ce régime RDPC avec les poursuites pour les détournements des deniers publics. Et comme certains ont souvent dit, c'est surtout l'argent public détourné qui nous intéresse. Ce n'est pas tant le fait qu'il soit en prison qui nous intéresse. Donc on voudrait que l'argent rentre. Et malgré le fait que la loi sur le tribunal spécial a prévu qu'il rembourse, pour sortir, d'autres résistent toujours. Et il y a une incongruité grave que je dis sous le contrôle de Maître Pensy, c'est que pour tous ceux, la plupart de ceux qui sont en prison pour détournement de deniers publics, aucun de leurs biens n'a été confisqué. Aucun. Qu'on les libère et qu'on confisque les biens, parce que si on peut les libérer, c'est-à-dire leur permettre qu'ils ne puissent pas purger la peine privative de liberté. Mais il y a la partie des dommages intérêts, la partie civile, qui rembourse. La partie civile, c'est-à-dire qu'ils peuvent être libres, mais sous condition. On confisque leurs biens pour rembourser ce qu'ils ont détourné. D'accord. Merci, Maître, d'être venu par ici ce dimanche. Je vous en prie. J'espère que vous avez eu le temps de vous exprimer. Suffisamment. D'accord, merci. Maître Pensy, merci également d'être venu ici aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. J'espère tout simplement qu'on comprendra que le droit, c'est quelque chose d'impartial. Ce n'est pas une affaire de parti politique. Notre problème à nous, c'est que ça fonctionne, que le pays marche et que les gens puissent sortir et que nous ne voulons éviter qu'il y ait une catastrophe avec des prisons qui sont surpeuplées. Merci, chers messieurs. Bon dimanche à vous. J'imagine que vous avez d'autres occupations. Nous vous souhaitons le meilleur. Dans quelques instants, on va prendre le second plateau. On parlera d'économie, du coronavirus, son impact sur l'économie du Cameroun, sur l'économie africaine et sur l'économie du monde. C'est dans un court instant seulement, le temps de permettre donc à ces deux autres invités de s'installer en plateau cet après-midi. Merci. Je vais rester.